J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Rehab Ouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Dans cet épisode, mon invitée est Lamia Hmeidout, une artiste autodidacte avec son univers d'inspiration amazigh. Nous abordons dans cet épisode son expérience de blogueuse lifestyle, sa passion pour le do-it-yourself et ses tutos qui ont fait la renommée de son blog Art Modeste. Elle nous donnera sa propre définition de l'artiste et du designer et nous parlera également de la force et de l'apprentissage qu'elle tire de chaque échec. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lamia. Bonjour Rihab. Pour commencer cette interview, j'aime bien poser une petite question, parce que c'est toujours marrant de voir un peu qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on rêvait de faire quand on était enfant. Donc, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais faire tellement de choses. Mais en tout cas, ce que je sais et ce dont je me souviens jusqu'à présent, c'est que quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Je restais des heures et des heures à dessiner et des fois juste à gribouiller, à faire genre une grande personne qui est en train d'écrire. Alors que j'étais là, je me posais devant la télé, je prenais mon petit carnet, mon petit stylo et je faisais la sérieuse en train d'écrire. En fait, je savais que je voulais faire un truc sérieux qui faisait partie du monde des grandes personnes, mais je ne savais pas ce que c'était réellement. Et en même temps, j'adorais dessiner. Donc, c'était un peu ambigu dans ma tête quand j'étais vraiment très petite. Et alors, raconte-moi un peu ton parcours, comment t'es arrivée jusque-là aujourd'hui. moi, j'ai fait un parcours scientifique, sciences expérimentales à ce moment-là. D'accord. C'est ce qu'il y avait. Il y avait sciences expérimentales, lettres. Il n'y avait pas autant de choix qu'il y a maintenant. Moi, j'ai eu mon bac en 2007. Oui. Donc, j'ai fait un bac scientifique parce que si on n'avait pas un bac scientifique, on se privait d'avoir un travail futur. C'était ça la logique à ce moment-là. Et le fait de faire des études littéraires, ça limitait beaucoup par rapport au métier. Donc c'était un parcours qui ouvrait des portes sur beaucoup de choses, mais sur l'inconnu. Donc, c'était ça. J'ai fait un bac scientifique. J'étais pas très, très forte en maths jusqu'à ce que j'ai eu... En fait, j'étais pas du tout forte en maths. J'adorais tout ce qui était lié au français et tout ce qui était lié aux sciences naturelles parce que je pouvais dessiner durant nos séances de sciences naturelles. Donc, on pouvait faire des croquis, du squelette, d'animaux et j'adorais ça. J'attendais qu'on nous demande de faire un petit dessin. Mais bon, c'était pas quelque chose que j'adorais vraiment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais pas trop à ma place, quelle que soit la classe ou l'école où j'étais à ce moment-là. Donc, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un bac scientifique. Et après le bac, j'ai fait la fac d'économie à Agadir, puisque moi, j'habite à Agadir. Donc, c'est vrai que le bac, c'était un peu un traumatisme quand on a eu nos résultats et tout ça. Parce que, en fait, moi, j'ai passé mon année du bac dans une école où il y avait plein de gens super intelligents et auxquels on allait, on promettait des carrières de fou dans des écoles de fou. Donc, on s'est tous préinscrits dans des écoles de fou et tout. Et après, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, ah, en fait, non, je ne pourrais pas faire toutes ces écoles. C'est dommage. La moyenne n'était pas aussi bonne. La moyenne n'était pas aussi bonne, mais c'est vrai que
que voilà, l'orientation aussi joue un rôle super important dans les notes, malheureusement. Donc, comme moi, j'étais à Agadir, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et après concertation avec mes parents, ils m'ont dit « Bon, écoute, il y a la fac d'économie qui vient d'ouvrir à Agadir, donc peut-être que tu devrais y penser. » Tu vois, c'est pas du tout ce que je veux faire. Parce que déjà, le fait d'avoir fait un bac scientifique, donc pour moi, les études économiques, c'était genre le jour et la nuit. Comment je pourrais m'adapter dans tout ça? Parce que je savais que c'est vrai qu'il y avait des gens qui faisaient économie durant leurs études de lycée et c'est ça qui les menait à la fac d'économie ou à l'ENCG, etc. Ouais. Donc, pour pas trop m'étaler, en fait, je me suis résiliée à faire la fac d'économie. Je me suis dit, ok, ça va être cool, je vais me motiver et tout. Donc, je me suis battue pour avoir ma licence durant les 3 premières années. Oui, quand même aller jusqu'à la licence quand même. Bah oui, bien sûr. en fait, dans tout ce que je fais, je me bats jusqu'au bout, même si c'est pas un truc qui me plaît. Et je l'ai eu en 3 ans. Franchement, à la fac, on se retrouve livré à soi-même. Il n'y a plus de règles. Il y a des profs et tout, mais on est confronté à soi-même et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, j'ai eu ma licence et à ce moment-là, moi, je voulais vraiment me diriger vers le marketing. En fait, le master qui était lié au marketing dans notre fac, c'était terminé. Et donc, en fait, je me suis dirigée vers une université privée qu'on a ici à Agadir, qui s'appelle ISIAM. Donc, j'ai fait un master en marketing là-bas, à ISIAM. Donc, pour la première année, c'était une année de base en marketing. Ça m'a pas mal plu, franchement. Et pour la deuxième année, on avait le choix de se spécialiser. Donc, j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing de l'innovation. D'accord. Vraiment, moi, je cherchais par tous les moyens de créer et de faire des choses. Donc déjà, j'ai pris la direction du marketing pour pouvoir être un peu plus dans le côté créatif. En fait, je me suis dirigée petit à petit dans ce que je voulais faire. Donc, durant la deuxième année, je me suis spécialisée en marketing de l'innovation et c'était un master qui est fait par l'Université de Lorraine à Metz. Donc, les profs venaient nous faire les cours. Donc, on n'avait pas besoin de nous déplacer. C'était un master vraiment très, très sympa que franchement, j'ai adoré et je me suis redécouvert durant cette année-là. Donc, je me suis donnée à fond. et je me suis éclatée dans mon projet de fin d'études et je suis très contente finalement d'avoir fait ce master-là. Donc, après le master, vient la période d'incertitude totale. Ah oui, bah oui. Où est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est vrai que là, on est vraiment confronté au monde réel après les études. Au monde réel, exactement. En fait, durant la dernière année du master, on a un projet de fin d'études et on doit passer un stage de fin d'études dans une boîte de com. Ouais. Ou dans une entreprise qu'on a choisie. Donc, pour moi, c'était forcément une boîte de com. Donc, j'ai essayé durant mes études 2 ou 3 boîtes de com différentes. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas du tout fait pour moi. J'ai détesté ça, mais tellement. En fait, l'ambiance générale. En fait, j'ai découvert que l'univers. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je ne vais pas généraliser. Mais en tout cas, pour les boîtes de communication dans lesquelles j'ai travaillé, ils privilégiaient plutôt le côté économique et ils étaient dans une attitude un peu rapace, tu vois, ce genre de choses, que plutôt dans le côté créatif. Le côté créatif, c'était comme de la poudre aux yeux pour les clients en fait et juste pour gagner de l'argent. Et en fait, moi, ça me convenait pas du tout. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais pas mal... En fait, je sentais que j'étais encore fragile, que je pouvais pas encore supporter tout ça. J'étais pas assez armée pour supporter tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible. Je vais pas faire ça, c'est impossible. Donc, en parallèle avec tout ça, quand moi, je faisais encore mes études à ISIAM, quand je faisais encore mon master, j'avais créé un blog
J'avais créé un tout premier blog à ce moment-là qui était très lié à la mode. C'était genre 2009, Ouais, c'est 2010. la période des C'était blogueuses. des fashion blogueuses, tu vois. Donc, c'était une période où je lisais beaucoup de blogs, où je suivais beaucoup de blogueuses américaines, françaises, et à travers tout le monde, toute la planète, en fait. Ouais. Et en fait, je savais toujours que je voulais faire quelque chose par moi-même. Et donc, j'ai fait ce premier blog qui avait mon nom. D'accord. Donc, c'était le tout début du blogging au Maroc à ce moment-là. Et c'était vraiment courageux de se lancer, faire un blog et de poster des photos de soi avec des tenues et tout ça. Et de se montrer. On C'était... ne connaissait pas encore Instagram. Ah non, 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 pas du tout. Juste le fait de me montrer sans visage, c'était un exploit à ce moment-là, Ouais, franchement. c'est vrai. Et donc, ça avait commencé par ça. Je me suis pas mal éclatée à faire des tenues, à créer des looks, à m'exprimer en fait. Ouais. Et puis une à 2 années après, je me suis dit, quand j'ai fini mes études, je commençais à me découvrir plus, à découvrir ce que j'aimais et à redécouvrir ma passion pour le dessin, pour l'art, pour la création. Et je me suis dit, en fait, c'était juste un moyen pour m'exprimer, mais c'est pas du tout ça ce que je veux faire. Donc j'ai supprimé totalement ce blog. J'ai disparu Ah oui, de la d'accord. surface d'Internet. Et t'avais une bonne communauté à l'époque en plus? Ouais, franchement, c'était pas mal. Et en fait, j'étais en contact avec toutes les influenceuses que maintenant, tu vois, toutes les influenceuses marocaines qui sont maintenant connues avaient tout juste des blogs à ce moment-là. Donc, je Ah les connais toutes. On se connaît toutes. Et quand j'ai disparu, mais il est parti où? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais besoin de cette rupture et j'avais besoin de me retrouver pour savoir vraiment ce que je voulais faire. Parce que je sentais au fond de moi que c'était pas totalement moi, que c'était pas totalement sincère. C'était la même période où tu te posais la même question pour l'agence de com, c'est ça? Oui, c'était cette période-là en fait. Dès que j'avais fini mon stage de fin d'études et tout ça, je me suis dit ok, tout ça c'est trop superficiel pour moi, je peux pas continuer comme ça. Je dois affronter la réalité, découvrir qui je suis vraiment et ce que je veux faire vraiment. Parce que je me suis retrouvée dans une position où je ne voulais ni travailler dans des bureaux, où je ne savais plus ce que je pourrais faire à ce moment-là. C'était très flou et franchement, il n'y avait pas d'exemple à suivre à ce moment-là. Donc, c'était le flou total. Donc, j'ai pris le temps de me poser, de vraiment savoir ce que je voulais faire. C'est pour ça que je t'ai dit que le master m'a beaucoup aidé à ce moment-là à découvrir qui j'étais. Et puis aussi, j'ai pris le temps de me former sur Internet, de tester de beaucoup de choses, d'apprendre à utiliser les logiciels de base pour dessiner, pour filmer, pour monter mes vidéos comme il faut. Donc, c'est à ce moment-là que en 2013, j'ai créé Art Modeste. C'était juste après mon master, parce que moi, j'ai eu mon master en 2012. Et l'année d'après, j'avais créé mon blog. D'accord. Et même à ce moment-là, j'étais pas encore convaincue que je voulais vraiment dessiner. En fait, je sais pas pourquoi on se voit la face. T'es passé d'un blog plus lifestyle à un blog plus artistique et en le faisant, t'étais pas encore dans la certitude de t'engager dans cette voie. Exactement, exactement. En fait, quand j'ai créé mon blog, comme tu vois, mon blog s'appelait Art Modeste. Oui, En fait, parce que quand je voulais créer mon blog, je me suis dit, moi, j'aime bien faire des choses avec mes mains. Et à ce moment-là, j'étais beaucoup dans tout ce qui est do it yourself. Et je voulais vraiment faire plein de tutoriels et tout ça. Donc, je me voilais encore un peu la face et j'étais dans le do it yourself. Mais en fait, quand je cherchais un nom pour mon blog, comme j'étais beaucoup dans tout ce qui est recyclage et fait à la main et je bricolais beaucoup à ce moment-là, je suis tombée par hasard sur un courant d'art qui s'appelle l'art modeste. En fait, ce courant utilise des choses de la vie quotidienne, donc ou qui sont jetées par les gens, des bouteilles en plastique, des déchets en fait pour créer des œuvres d'art. ok. Donc c'est ça le courant d'art modeste. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon blog Art Modeste tout simplement. D'accord, ok. Bah, ça a plus de sens que la modestie de l'art. Oui,
Il y a beaucoup de gens qui lient ça à la modestie. Effectivement, c'est la première chose qui vient à l'esprit, surtout par rapport à aussi comment t'es tombé là-dessus. C'est que dans le sens où, vu que tu n'étais pas complètement dans l'art, tu t'es engagé dans Mhm. cette voie et tu le faisais de façon complètement autodidacte. Et c'est Exact. pour ça qu'on peut facilement rattacher art modeste, non pas au courant, mais à la modestie de l'engagement dans cette voie. Exactement. Et donc, pendant cette période-là, tu ne travaillais pas, c'est ça? Tu étais complètement à fond sur le blog? Non, j'étais en train de chercher du D'accord. travail, mais je savais au fond de moi que même si je changeais de ville ou je changeais de pays, ça allait être la même chose. Et ce n'était pas le fait de travailler dans une boîte de com concrètement qui me dérangeait, mais c'était le fait de travailler chez quelqu'un qui me D'accord. dérangeait. Donc c'est durant ce moment-là que j'ai compris ça, mais c'était une période pas mal difficile pour moi parce que je voulais chercher du travail, mais en même temps, je ne voulais pas chercher du travail. Et pour me libérer l'esprit de tout ça, j'étais en train de créer sur mon blog. En fait, je sentais que j'étais en train de faire quelque chose, que j'étais en train de créer, que je n'étais pas en train de Ouais. perdre mon temps. Mais ça n'avait pas de but concret, en fait. Donc, j'ai commencé par tout ce qui est do it yourself. Donc, si tu regardes sur mon site web et sur le blog, il y a beaucoup d'articles de do it Oui, yourself c'est vrai. au Ouais. début de mon blog. Et ça m'a beaucoup appris. En fait, ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, je regrette rien du tout de tout ce que j'ai appris de toute ma vie parce que ça sert à un moment ou à un autre. Donc, j'ai pas de regrets du tout. Donc, après ça, je me suis dit, OK, je vais commencer j'ai commencé à dessiner. J'ai repris le dessin et en fait, j'avais pris un peu mon courage à deux mains. Je me suis dit, OK, c'est vrai que je me sens pas légitime, mais je vais quand même publier mes dessins. Au pire, c'est mon blog. Les gens, s'ils ne veulent pas voir ça, ou personne ne viendra me critiquer sur mon blog. C'est mon espace de Oui, oui, c'est liberté. vrai. Voilà, donc, j'ai commencé à publier mes dessins, je dessinais petit à petit, je publiais, je prenais un peu plus d'assurance, je prenais un peu plus d'expérience et je m'habituais plus au dessin. En fait, je revenais à ce que j'étais quand Ouais. j'étais petite. Donc, je revenais à mes 6 ans, 7 ans, 5 ans où j'étais totalement libre de mes faits et gestes. Je sais pas pourquoi on a hâte de C'est grandir vrai, alors qu'en fait, c'est une c'est très bonne fou. période de la vie. Moi, quand j'avais eu mon bac, c'était la période où je sentais que je devais grandir le plus. Et c'est fou de penser ça, en fait, à Ouais, c'est vrai. 17, 18 ans, se dire que on veut devenir des adultes. Peut-être qu'on a envie de devenir indépendant, mais au fond de nous, on ne veut pas On veut garder notre vraiment. âme d'enfant, mais oui, il y a une question d'émancipation et Ex- de s'éloigner de nos parents, en fait. Nos parents aussi, ouais, c'est vrai. Donc, j'ai continué dans mon petit délire de poster mes dessins, de continuer mes do-it-yourself ici et là. C'est pas mal studieux sur mon blog, je publiais beaucoup. Et puis, je postais beaucoup sur tout ce qui est forum qui était lié au dessin ou lié au do-it-yourself. En fait, c'était une petite niche. Et même quand je postais et que des gens marocains voyaient mon blog et tout ça, personne ne savait qui j'étais. J'étais totalement inconnue. Et j'adorais ça parce que personne ne savait qui j'étais. Ça a duré pendant longtemps. Je me cachais derrière mon blog. Bah oui, en plus, il porte pas ton nom cette fois, donc automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Exactement, c'est beaucoup plus simple et c'est libérateur du jugement des autres, du regard des autres. Donc j'étais contente de ça. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'en 2014. Et un jour, je reçois un mail d'une boîte de com qui me contacte, qui me dit qu'ils avaient vu mes dessins et que ça leur plaisait beaucoup et qu'ils aimeraient me contacter pour un projet. Ouais. Et je me disais, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'arrive pas à comprendre. Et donc j'ai communiqué avec la dame un petit peu. Après, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit nous, on
nous, on est une agence de com qui travaille avec L'Oréal Paris et on a découvert vos dessins. On aimerait beaucoup travailler une campagne avec vous. Et j'étais là, ok. Donc là, c'était vraiment, oui, ça rendait légitime tout le travail d'autodidacte que tu as fait jusque-là. Et c'était un signe que tu avais créé ton propre univers oui, aussi. C'est vrai. J'étais très dans le portrait à ce moment-là et c'était toujours avec une petite touche berbère et plutôt amazigh, pardon. J'utilise plus ce mot berbère parce que c'est un peu péjoratif, donc je ne l'utilise plus depuis une certaine période. Je remercie des amis à moi qui m'ont un peu éclairé sur ce point de ce qui est du mot véritable qu'on doit utiliser pour parler de la culture amazigh. Donc, je dessinais beaucoup de femmes avec des tatouages amazigh, des petits traits amazigh et tout ça. Donc, ça me plaisait beaucoup puisque moi, je suis amazigh aussi. Donc, voilà. Donc, elle m'avait contactée, elle m'avait dit, voilà, on voudrait travailler avec vous sur ce projet. Est-ce que vous êtes libre pour mardi prochain pour une réunion à Paris? Et je lui ai dit, moi je croyais que c'était une blague au début. Je me suis dit, ok, on va se calmer, ça doit être une blague. Il faut qu'on s'organise, il faut déjà que je sois sûre que c'est pas un mensonge, c'est pas une blague. Et en fait, elle m'avait appelée après, on a discuté, elle et moi. Elle m'a dit non, c'est pas une blague, on a flashé sur vos dessins, on aimerait vraiment faire une campagne avec vous. Et franchement, c'était comme, c'était un signe, c'était beaucoup de choses à la fois pour moi, que quelqu'un vienne légitimer mon travail à ce moment-là où personne ne me connaissait encore. Donc, c'était une surprise pour tout le monde, pour moi, mes parents, pour tout le monde. Déjà les gens autour de moi ne savaient même pas que j'ai dessiné. Pour la majorité d'entre eux, ils se disaient que bon, je sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle cherche du travail ou je ne sais quoi. Oui, tu étais la diplômée en marketing qui n'avait pas encore de boulot, c'est ça. Donc voilà, donc on a travaillé sur ce projet avec L'Oréal Paris. Ça a duré à peu près 6 mois. Donc, je me suis formée très, 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 très vite en travaillant en même temps sur ce projet, sur beaucoup de choses. Bah oui, c'est un projet d'apprentissage, mais en même temps, ça te faisait grandir dans ton métier, en fait, dans ton nouveau métier. Et c'est à partir de là que tu as organisé quand même un statut avec lequel travailler. Exactement. Quand je travaillais avec eux, à ce moment-là, j'étais obligée de créer mon statut. À ce moment-là, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur au Maroc. Moi, j'ai créé ma société en 2014 et juste l'année d'après, en 2015, le statut d'auto-entrepreneur était réalisé au Maroc. Donc, j'étais obligée de créer vraiment une société, une SARL, pour pouvoir vraiment légitimer mon travail avec eux. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que ce projet m'a poussée dans ma façon de travailler, dans mon expérience et dans ma légitimité en tant que personne qui porte son propre projet. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et tu exerces aujourd'hui avec le même statut ou tu t'es remise en auto-entrepreneur? Non, j'exerce avec le même statut de SARL parce que, comme tu le sais, maintenant, je fais de la réalisation de produits. Donc, je suis et dans le service et dans le produit. Et dans tout ça, ta famille, elle t'a encouragée? Il y avait des réticences? Comment ils ont vécu cette période-là de ta vie? Au début, c'était très perturbant pour eux, comme ça l'était pour moi. Mais en voyant le projet se réaliser, ils se sont dit « Ah, en fait, oui, on peut travailler sur Internet. Il y a possibilité de travailler sur Internet et de chez soi. Et en fait, le dessin, ça peut être un métier. » Vraiment une prise de conscience globale, que ce soit pour toi comme pour ta famille. Quoi. En fait, moi, j'y croyais, franchement, j'y croyais, mais dans une vision plus globale, pas par rapport à moi. Je me disais que peut-être ça ne sera pas le cas pour moi et c'était trop loin par rapport à ce que je vis ou à mon entourage ou au Maroc en général. Donc, j'avais aucune référence au Maroc de personnes qui faisaient la même chose. En fait, j'avais pas de référence, moi, personnellement, à ce moment-là, de personnes qui avaient commencé à travailler sur Internet. Donc, pour moi, je
je me jetais totalement dans le vide. Oui, tu n'avais pas un mentor, tu n'avais pas fait d'école Non. d'art, donc automatiquement, tu n'avais pas des profs, des enseignants, des gens qui Mm. faisaient des conférences ou autres et qui pouvaient t'aiguiller sur ton Oui, chemin, quoi. Tu as effectivement. vraiment, c'est de l'apprentissage en solo. En solo, exactement. Et encore, en dernière, on avait des cours de design de produits, on avait quelques profs qui étaient liés à des classes d'art et tout OK. ça qui venaient nous voir. Mais c'était toujours dans un esprit où toi, tu vas travailler dans une entreprise, dans une entité. Ce n'était jamais dans l'auto-entrepreneur, dans l'entrepreneuriat ou dans cette vision de Oui. travailler pour soi ou quelque chose comme C'est toujours dans la notion de, voilà, tu vas finir ta vie salarié, salariée, quoi. exactement. Chose qu'à la base, ça te donnait pas envie déjà juste avec ton stage de fin d'études. Exactement. C'est bien déjà de le réaliser tôt, hein. Oui, oui, c'était bien. C'était pas l'expérience la plus plaisante, mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu te qualifierais de quoi? D'artiste, d'illustratrice, de designer, parce que, de designer graphiste? Quel nom tu t'attribuerais aujourd'hui? Je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que je suis une artiste? Est-ce que je suis une designer? Est-ce que je suis une graphiste? Qu'est-ce que je suis réellement? En fait, moi, je me qualifierais en tant qu'artiste maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de mal avant à me qualifier de la sorte. Je me qualifiais de graphiste ou là maintenant j'appelle ça artiste graphique pour pas rester lié à tout ce qui est technique, à tout ce qui est logiciel, tout ce qui est technique. En fait, parce que généralement, moi je me qualifie maintenant en tant qu'artiste pour englober le tout, parce que Ouais. je crée principalement pour moi. Et tout ce que je fais, toutes mes collections, tout l'art que je le fais généralement pour moi. Et c'est vrai que, je travaille sur les projets de plein de gens pour trouver des solutions pour leurs problèmes, pour leur créer des univers, pour leur créer des identités. Et est-ce que ça, c'est pas justement être designer? Oui, oui, ça, c'est le fait d'être designer, mais je n'attends pas le fait d'avoir des clients pour pouvoir créer des univers ou trouver des solutions à des problèmes. Donc en fait, tu te définis d'abord en tant qu'artiste et à partir du moment où tu rentres dans une sorte de gestion de Mhm. projet et d'être à l'écoute d'un client, là, tu prends un poste de Oui, designer au final. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ton univers à toi. Et, ce que tu es aujourd'hui, c'est d'abord une artiste avant d'être une designer, exactement, c'est ça? exact. Et quelles sont tes sources d'inspiration en tant qu'artiste? En fait, déjà, moi, je m'inspire énormément de la femme Amazigh. C'est ma source première. Quand j'ai commencé à dessiner, c'était beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Et, euh, et je m'inspire aussi de la culture marocaine en général, de la culture qu'on a eue et qu'on a qu'on a plutôt engendré et cumulé durant toute notre enfance jusqu'à l'âge adulte. Je m'intéresse beaucoup à ce côté. Ce que j'ai vécu moi en tant qu'enfant marocain, ça m'interpelle beaucoup et j'essaie toujours de fouiner dans tout ça. Et quelles sont les étapes de création? Comment tu démarres un processus de création? C'est c'est toujours avec un coup de cœur. Moi, je commence toujours avec un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai toujours plein de petits carnets avec moi. Dès que j'ai une petite idée, je la note. Et puis, quand je sens le coup de cœur monter en moi et qu'il faut qu'il sorte, je commence à créer. Donc, c'est principalement une idée sur généralement un concept ou juste un objet ou juste un souvenir d'enfance. Et à ce moment-là, j'essaie de créer soit un personnage, soit une ambiance autour de ça. Donc, c'est comme ça que je travaille. Et dernièrement, j'essaie aussi d'explorer tout ce qui est univers de couleurs. Donc, j'essaie de me faire des petits challenges, de me limiter à des palettes de couleurs, par exemple, comme j'ai fait dernièrement avec le calendrier que j'ai lancé. Je me suis limitée à une certaine palette de couleurs pour créer toute une série de dessins. Donc, ça part plutôt d'une idée ou d'un coup de cœur. Et comment tu gères tes périodes de manque de créativité? Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces périodes de non-créativité, de ces périodes de blocage, parce que notre esprit nous dit tout simplement qu'il est saturé et qu'il a besoin de repos.
Parce que quand on travaille en tant qu'entrepreneur, on ne se donne pas du tout le repos qu'il faut. On se force toujours à travailler, à donner plus parce qu'on culpabilise, on se dit qu'on perd notre temps, que beaucoup de choses comme ça. Donc, dans ces périodes-là, j'essaye d'écouter mon corps et mon esprit et déjà de les laisser se reposer et de les nourrir de nouvelles choses. Parce que, par exemple, quand on se nourrit du même plat chaque jour, on va en avoir marre, donc on aura envie de manger de nouvelles choses. Donc, notre corps ne voudra plus manger la même chose. C'est la même chose pour notre esprit. Donc, il faut sortir. Si on sent qu'on a ce besoin de sortir, de se nourrir de la nature ou de tout ce qu'il y a autour, il ne faut pas hésiter. Et en écoutant son corps, il nous le rend, et notre esprit, il nous le rend beaucoup plus. Comment tu es arrivé au design produit? Parce que tu as un e-shop sur ton blog, du coup, où tu vends des produits. Justement, est-ce que c'est toi, j'imagine que c'est toi qui fais le design de ces produits et comment tu es arrivé à cette idée déjà de passer d'artiste à designer produit et à le proposer sur ton blog? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne regrette pas d'avoir fait beaucoup de do-it-yourself sur mon blog parce que c'est un peu oui, c'est beaucoup lié à ça. En fait, je sens toujours un besoin de faire des choses avec mes mains et le fait de matérialiser mes dessins à travers des produits était un besoin très présent durant toutes ces années. Donc le fait de bricoler, d'avoir un peu je sais pas comment appeler ça, peut-être une orientation ou un don de faire des choses avec ses mains. Donc c'est ça qui m'a poussée à créer des produits et à faire des choses palpables. Parce que tout ce qui est palpable, pour moi, c'est très important aussi. Puisque maintenant, moi, généralement, je dessine beaucoup sur ordinateur et j'ai besoin de cet équilibre à travers des produits réels. Matérialiser le produit, en Exactement. fait, de matérialiser ton dessin. Exactement. Ça avait commencé par… quand j'ai commencé mon e-shop, j'avais commencé par tout ce qui est papeterie à ce moment-là. Et puis, je suis passée petit à petit vers tout ce qui est t-shirt et tote bag. Et moi, j'ai créé mon e-shop en 2017. Et en 2018, je me suis lancée dans la poterie. Et c'est là que j'ai commencé à créer des collections, des petites collections de vases. En fait, c'est mes personnages qui deviennent des petits personnages réels, dans la vie réelle. Je matérialise mes petits personnages. Voilà, c'est ça, tu les rends vivants à travers les produits. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu as une clientèle autant marocaine qu'étrangère, que ce soit pour la partie artistique comme pour la partie design produit? Oui, effectivement. C'est autant des Marocains que des étrangers. Franchement, c'est à peu près pareil. Et des fois, ça dépend en fait. Pour les produits, pour tout ce qui est poterie et tout ça, franchement, moi au début, je croyais que ça allait plaire plus à une clientèle étrangère. Mais franchement, j'ai autant de clientes et de clients étrangers que marocains. Et comment tu penses avoir un peu créé ta notoriété au final? Je pense que le blog y a été pour beaucoup. En plus, tu l'as démarré tôt. C'était au moment où les algorithmes étaient moins durs. Ouais. C'est vrai. En fait, il n'y avait pas beaucoup de présence à ce moment-là. Il n'y avait pas autant de… Parce que le fait de créer un blog, il faut prendre le temps d'écrire, de prendre de belles photos, de faire du bon contenu et aussi sur YouTube de faire de bonnes vidéos. Et après l'apparition d'Instagram, tout s'est transformé totalement en fait. Encore au début, quand il y avait juste les gens continuaient à poster sur leur blog. Ils voulaient encore conserver leur blog et continuer à poster dessus et partager sur Facebook et tout ça. Mais après l'apparition d'Instagram, tout s'est totalement transformé. Les blogs sont passés au deuxième plan
et tout est devenu beaucoup, beaucoup plus rapide et je pense beaucoup plus facile pour les gens parce qu'ils n'avaient plus besoin d'écrire. D'écrire. Oui. Ouais. Et de poster de magnifiques photos prises avec un appareil et tout ça. Mais je pense qu'effectivement, ta présence déjà sur le Mhm. digital très tôt, c'est quelque chose qui a effectivement participé Oui. à ta Oui, notoriété oui, c'est vrai, aujourd'hui. c'est vrai. Et en fait, quand j'ai créé Artmodest, je me disais, ouais, c'est bon, c'est trop tard, il y a trop de blogs maintenant et tout ça. Il y a trop de gens Qu'est-ce qu'on dirait qui aujourd'hui? sont c'est fou. Mais oui, je peux comprendre que maintenant, on ait l'impression que le fait d'avoir un blog depuis 2013 ou quoi, ça fait maintenant 7 ans. Ouais, ouais, c'est clair. C'est quand même, ça fait quand même quelques années aujourd'hui, Et c'est c'est clair. vrai que Ouais. et c'est vrai que je suis passée, du statut de blog au statut de site internet et après j'ai intégré mon e-shop et quand j'ai intégré mon e-shop, en 2006 en 2016, j'ai commencé, à faire des ventes réelles sur le terrain. Donc j'ai rajouté à tout cela le côté, contact réel avec les gens. Tu as des collaborations avec des concept stores où tu proposes tes Oui, produits ou oui, pas? effectivement, j'ai commencé mes ventes, à La Fabrique, au concept store La Fabrique qui est à Casablanca. C'est là où j'ai commencé mes premières ventes en 2016, donc ça fait maintenant 4 ans. D'accord. À La Fabrique, par exemple, ils ont un concept de pop-up souk qu'ils font, chaque 3 Oui. mois. Donc c'était un bon exercice pour moi parce que, je me poussais toujours à participer que j'étais dans cette envie de créer des produits. Et donc, c'était un bon catalyseur pour moi de participer au pop-up parce que je me mettais dans une certaine ambiance de création. Et j'essayais de créer de nouvelles choses pour expérimenter, et pour pouvoir expérimenter pleinement ma capacité de création de produits. Et j'ai testé beaucoup de choses à travers ces 4 ans. Vu que tu as toujours, tout au long de ton parcours, tu prends le temps d'apprendre dans tout ce que tu Ouais. fais. Tu n'as pas peur d'apprendre, en Oui, fait. exactement. J'ai pas peur de c'est en échouant et en recommençant qu'on fait des choses parce que les gens qui s'arrêtent, en bon chemin parce qu'ils échouent, puisque pour moi, c'est un bon chemin d'échouer parce que, c'est un moment d'apprentissage et un moment où on acquiert beaucoup de force et beaucoup de force morale surtout pour pouvoir recommencer avec une nouvelle énergie, avec des leçons apprises. Donc, moi, je pars toujours de ce principe dans ma vie. Vu que tu as un peu les 2 casquettes, est-ce que tu pourrais me donner ta propre définition d'un artiste et d'un designer? Alors, en fait, je pense que pour moi, un artiste essaie de résoudre ses problèmes internes. Pour moi, le fait D'accord. d'être un artiste, c'est plus une thérapie pour moi que peut-être que je partage avec les gens, mais c'est plus au début une thérapie pour moi. Pour exorciser toutes les sensations et les sentiments que j'ai au fond de moi et les expériences que j'ai vécues tout au long de ma vie et qu'après je partage avec les gens et qui pourraient peut-être ou pas partager les mêmes émotions et les mêmes sensations avec moi. Et pour moi, tout ce qui est designer, c'est plutôt résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Donc, se mettre dans l'univers de quelqu'un d'autre pour pouvoir l'aider à trouver des solutions à ses problèmes. C'est comme ça que je vois D'accord. les deux. Mais n'empêche qu'un designer est, euh, est très bien un artiste. Moi, je voudrais que tous les designers soient à un moment de leur vie deviennent des artistes parce que ça englobe tellement de choses et pour eux et pour les gens avec lesquels ils travaillent. Avec le recul que tu as aujourd'hui, puisque tu as commencé quand même assez Mmh. tôt finalement dans ce milieu, pour toi, on en est où dans ce monde artistique et de design au Maroc? Est-ce que ça commence à devenir un secteur stratégique de développement? On en est au début, au milieu? On en est où pour toi? Hem, c'est difficile à définir parce que,
C'est il y a clair. tellement de domaines de création. Par exemple, on a une vision sur tout ce qui est design d'intérieur, c'est des personnes qui sont présentes depuis pas mal d'années et depuis plus longtemps que nous, je pense. Il y a des designers d'objets qui sont principalement des gens qui ont fait des études dans des écoles d'architecture ou d'art à l'étranger, et avant que ça soit démocratisé au Maroc, parce que maintenant il y a beaucoup d'écoles d'art, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire leurs études dans l'art et en faire un métier maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont déjà ouvert la voie. Et en fait, à part le fait de faire des études proprement dites d'art ou d'architecture ou de design, il y a des gens maintenant qui ont la possibilité de se montrer, de se former à travers Internet et de plus avoir le complexe de se cacher ou de plus être reconnu par les gens à travers leur art, parce que maintenant, ça fait partie de notre culture de tous les jours. Et le fait que ça se soit démocratisé à travers Instagram, à travers les réseaux sociaux, à travers les sites Internet, à travers tout ça, à travers merci Internet de nous avoir permis de vivre cette époque formidable. C'est clair, ouais. Donc, Ça a aussi ça ses a aussi avantages. Il ses n'y a pas que des avantages. inconvénients par Internet, c'est clair. Effectivement, ça a aussi ses avantages, et ce que moi j'ai remarqué, c'est vrai que pendant des années, moi je reprochais beaucoup aux gens de rester dans un truc très superficiel concernant l'art et dans un truc très pictural, un peu, je sais pas, je le ressentais comme quelque chose de superficiel. Peut-être que c'est juste ce que moi, le sentiment que j'en ai. Mais ces dernières années, je sens que vraiment, il y a des univers qui se créent, non seulement en ce que moi je fais, par exemple en création d'objets ou en illustration ou en photographie ou même en musique. Je vois vraiment des univers se créer parce que les gens prennent le temps d'être sincères avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher ou de faire des choses un peu commerciales ou des choses un peu comme ça. Donc, je pense que ça Ouais. avance dans le bon sens. Est-ce que tu as des projets d'avenir dont tu veux en parler, par exemple, de profiter de ce podcast pour parler de tes projets? Alors, déjà, mon site est toujours en développement. Donc, je voudrais vraiment mettre en place mon e-shop et comme il faut. C'est vrai que Ouais. ces dernières années, j'essaie de le mettre en place, mais ça évolue toujours parce que moi, je fais toujours des petites capsules, des petites collections. Donc, c'est pas forcément un format qui s'adapte à un format d'e-shop normal. Il faut que moi, j'essaie de travailler sur une formule qui s'adapte à mon univers. Donc, ça de un. Et puis de deux, j'essaie toujours de développer mon univers et un des projets futurs sur lequel j'aimerais travailler, sur beaucoup de gens et sur lequel beaucoup de gens n'arrêtent pas de me parler, c'est de faire peut-être un livre pour enfants. Donc, c'est un projet. C'est un projet parmi tant d'autres. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver toujours le temps de le faire parce que je travaille toujours sur le projet de pas mal de personnes. Donc, j'essaie de trouver le temps de faire ça de mon côté. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta contribution pendant ce confinement? J'ai vu que tu as fait un dessin Oui, imprimable. en fait, ce confinement a permis, je pense, aux gens, aux personnes qui travaillent à l'extérieur, de voir ce que l'on vit un peu tous les jours en tant qu'auto-entrepreneur et autant qu'artiste, qu'illustrateur et tout ça, parce que moi, j'ai l'habitude de travailler de chez moi et que je suis en confinement toute l'année. Donc, les gens se sont mis un peu à notre place. À découvrir la vie en Oui, intérieur. à découvrir la vie en intérieur et surtout le fait de pouvoir travailler en ligne. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que maintenant, ils pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils faisaient au boulot à la maison. Et je pense que c'est une découverte pour pas mal de gens. Donc, je suis contente que ce confinement ait quelques côtés positifs. Et pour revenir au coloriage, puisque les enfants
sont confinés à la maison avec leurs parents, j'essaie de penser un peu à toutes les mamans que je vois, parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont des enfants, qui sont des mamans. Et je me suis dit, autant les aider un peu dans cette période un peu difficile. Donc, pour leur proposer un petit coloriage qui pourra euh, et occuper les enfants durant cette période, et aussi leur faire découvrir un peu la culture marocaine, toujours avec les petits produits du Maroc, le tagine. Moi, je vais toujours dans les bases, le tagine, le bread, toutes ces petites choses. Mais j'aimerais que les enfants aient cet amour des objets marocains, de la culture marocaine, qu'ils soient fiers de notre culture, en fait. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Donc, tu Oui, as ton j'ai site, mon site. artmodeste.ma, .ma, exactement. Et sur Instagram. et qui est @ Exactement, Artmodeste. Et pour tous les gens qui veulent voir mes projets sur lesquels j'ai travaillé, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et il y a aussi mon portfolio Behance pour les gens qui veulent voir à peu près les projets sur lesquels j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Marocains qui empruntent cette voie d'artiste? Alors, ce que je dirais aux jeunes qui voudraient emprunter cette voie, c'est surtout de ne jamais laisser tomber et de ne jamais écouter les voix négatives. Si vous sentez au fond de vous que c'est la bonne chose et que vous aimez quelque chose, que vous faites quelque chose que vous aimez, n'hésitez franchement pas, n'écoutez pas les autres. Et si vous échouez, ce n'est pas un échec total, vous pouvez toujours vous relever. Il y a toujours du positif dans le négatif. Et franchement, n'abandonnez pas vos passions, n'abandonnez pas ce pourquoi vous étincelez chaque jour et vous êtes heureux chaque jour. Donc, l'essentiel pour nous tous, c'est d'être heureux, c'est de trouver notre voie. Donc, n'abandonnez pas votre voie. Merci beaucoup, Lamia. Et puis, passe une très bonne journée et un bon confinement créatif. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout avec Lamia. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.